Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Boisseau et je travaille au département Service Delivery and Safety du siège de l'OMS qui s'occupe essentiellement des questions de qualité de soins et de sécurité des patients. Mon rôle dans ce département est de regarder plus particulièrement les questions d'éthique. Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai faite depuis presque 12 ans dans l'organisation ici à Genève. Marie-Charlotte, merci beaucoup d'être avec nous pour parler en fait du prochain sujet sur e5vipnet qui sera sur l'éthique par rapport à la santé. Merci vraiment pour votre contribution et aussi pour participer à l'animation des discussions lors des discussions avec les membres. Dans ce cadre-là, je vous propose quelques questions pour pouvoir introduire ce sujet qui est particulièrement critique pour la santé et surtout la santé publique. Donc, d'abord, j'aimerais vous poser la question, quels sont les grands défis de l'éthique en santé pour le continent africain? Alors il se trouve que depuis un peu plus de 10 ans, j'ai eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Et je crois que aujourd'hui, on peut dire que les grands défis ont un certain nombre de points communs avec ce qui peut être la situation dans d'autres régions, mais quand même des particularités. Les grands défis, c'est toujours lié à l'éthique de la recherche d'une part, et c'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches en Afrique subsaharienne, qu'il faut faire cette recherche, mais je dirais que les questions particulières qui se posent pour le continent africain, c'est la question de l'accès aux bénéfices de la recherche. C'est aussi souvent la question de l'harmonisation entre des principes éthiques universels et des réalités culturelles qui sont complexes. Le deuxième grand axe qui est commun à tous les pays du monde, c'est l'éthique clinique, c'est-à-dire la pratique éthique des soins, avec ce qu'on a pu appeler, en tout cas dans certaines régions, les droits des patients. Et là encore, ça prend une couleur ou une tonalité particulière en Afrique parce qu'il faut prendre en compte le contexte culturel et social. Mais de fait, il y a beaucoup de défis en termes d'information, de participation des patients, de respect des droits fondamentaux des patients. Et puis il y a un autre grand axe qui est l'éthique de la santé publique, avec toutes les questions liées à l'équité dans l'accès aux soins. Et ces questions sont particulièrement brûlantes pour les pays émergents. Je crois que dans chacun de ces champs, il y a différents types d'acteurs. Bien sûr, les professionnels de santé, les patients eux-mêmes, mais aussi les décideurs, et qu'il va falloir donc travailler avec ces différents acteurs pour créer un mouvement. Il me semble qu'il est déjà créé, en particulier dans le domaine de l'éthique de la recherche, mais qu'il doit s'approfondir sur le continent africain. Et puis, il faut s'approprier ces questions. Et ça me paraît être un grand défi pour le continent africain, que la réflexion éthique soit menée avec la spécificité qui correspond à ces pays et pas simplement importée avec plus ou moins de bonheur d'autres régions. Merci beaucoup pour cette excellente clarification par rapport au contexte de l'éthique et notamment par rapport au contexte de l'éthique sur le continent africain. La seconde question que j'aimerais vous poser, c'est quel a été le rôle de l'Organisation mondiale de la santé dans les dernières années et quelles sont les priorités pour les années à venir dans le domaine de l'éthique en santé? Alors, si on prend le cas de l'éthique de la recherche, je crois qu'en Afrique, il y a eu beaucoup de formations. Il y a eu, je dirais, une première étape de franchie, c'est-à-dire que les professionnels de santé savent qu'il y a des questions éthiques qui se posent en éthique de la recherche. Et il faut maintenant passer à une deuxième étape qui est le renforcement des institutions, par exemple les comités d'éthique de la recherche, et l'harmonisation des normes
des lois dans certains cas, en tous les cas du cadre normatif de cette recherche entre pays et avec le cadre normatif international. Si on prend des questions liées à l'éthique clinique, je crois qu'il y a des défis très concrets. Par exemple, les droits auxquels je faisais allusion devraient être formulés et surtout connus des patients. Et là, il me semble qu'on a probablement moins travaillé sur ces questions-là et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis en éthique de la santé publique, certaines choses ont été amorcées en Afrique, bien sûr, mais plus généralement, je crois que c'est un très grand progrès du débat éthique que d'avoir mis cette analyse éthique au niveau des décisions de santé publique. En particulier, par exemple, la question de l'équité, mais aussi la question de l'établissement des priorités de santé publique, qui doit être fait de façon transparente. Il y a aussi des mécanismes de bonne gouvernance à mettre en place. Et tout ça me paraît de l'ordre des défis pour les années à venir. Il y a des choses qui ont été faites en étroite collaboration entre le siège et les bureaux régionaux, les pays. Il y a par exemple des guidelines qui ont été publiés. Et si l'on voit par exemple le défi des crises sanitaires, comme celle de la crise d'Ebola qui se pose actuellement dans la région, on se rend compte qu'il y a une certaine expérience qui a été acquise dans le domaine des aspects éthiques liés à la réponse face aux crises sanitaires et qui doivent être adaptés au contexte très particulier des crises qui se posent actuellement en Afrique. Donc je pense qu'il y a un travail de traduction pour ne pas perdre les leçons qui ont été apprises dans le passé, pour ne pas perdre l'expérience et la traduire rapidement, concrètement, dans des mécanismes de décision qui soient adaptés aux défis de santé publique. Merci beaucoup. La prochaine question, c'était quels sont les facteurs de réussite pour assurer la prise en compte des aspects éthiques tant dans le domaine de la recherche que dans celui de la qualité des soins? Alors je dirais, comme d'habitude, il faut des gens et il faut des opportunités. Les gens, ce sont ceux qui ont pris conscience de l'importance de cette analyse éthique dans leur travail quotidien et qui doivent être formés et qui doivent être aussi, disons, les acteurs clés pour partager cette préoccupation avec d'autres. Et les opportunités, elles sont souvent liées à l'établissement de réseaux. On ne peut pas travailler isolé sur ce type de questions. Il faut absolument créer des opportunités d'échange. Et je crois que EVIPNet fait partie de ces opportunités parce que c'est un outil très concret qui permet de parler de questions qui se posent et d'échanger des suggestions pour répondre à ces questions. Je vais prendre l'exemple d'un domaine sur lequel mon département travaille actuellement et qui est l'utilisation des produits d'origine humaine. Alors les produits d'origine humaine, ça va depuis les organes dans le contexte de la transplantation jusqu'au sang et aux dérivés du sang dans le domaine de la transfusion, en passant par des techniques plus sophistiquées d'utilisation de cellules souches dans le cadre de la médecine régénérative, etc. Si on prend la question de la transfusion, qui est une question qui se pose dans beaucoup de pays africains de la région, la manière dont on régule la transfusion sanguine et la manière dont on améliore l'accès. Aujourd'hui, on sait bien, dans la crise Ebola, un des traitements proposés, c'est l'utilisation de sérum convalescent. Ça pose un grand nombre de questions qui vont depuis la sécurité des patients et puis l'assurance que l'on ne va pas exploiter les donneurs potentiels. Donc là, il faut vraiment à la fois des acteurs qui soient très sensibilisés à ces questions sur le terrain et puis des réseaux
qui permettent d'échanger les expériences et de répondre rapidement à ces défis. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire en collaboration entre le siège et les différents acteurs dans la région, dans les pays. Mais ça suppose, je dirais, d'avoir des militants de cette cause de l'éthique sur le terrain, dans les programmes, pas simplement dans les débats académiques, mais vraiment les gens qui prennent les décisions. L'autre jour, je parlais par exemple avec quelqu'un qui travaille à Conakry dans le programme de transfusion. On a des questions très très concrètes à accorder pour que ces programmes soient mis en œuvre de façon éthique. Merci beaucoup. Je pense que là, vous avez effectivement, ça nous a permis de bien comprendre l'ensemble des facteurs à travers votre réponse. J'aimerais aussi savoir, face à des urgences sanitaires comme l'épidémie d'Ebola, quelle est la valeur ajoutée de l'évaluation éthique? Alors ça, c'est souvent une question que l'on se pose et je crois qu'on doit se la poser parce que quand on est dans une situation d'urgence comme celle-là, on a parfois l'impression que l'éthique, c'est un peu un luxe. Et pour tout dire, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a rendu visite au siège de l'OMS avant-hier, a posé cette question. En particulier par rapport aux essais cliniques qui doivent avoir lieu en ce moment pour essayer de prouver l'efficacité de nouveaux traitements pour Ebola et de nouveaux vaccins. Et je pense que, quelle que soit la situation d'urgence, il y a des principes fondamentaux qu'il faut rappeler. Et ce sont parfois des principes très simples. Quand on fait une analyse de risque-bénéfice, eh bien, au fond, on cherche à appliquer quelque chose qui est de l'ordre du sens commun, qui est le moindre mal. Et on peut être amené à prendre certains risques parce que c'est le moindre mal par rapport à d'autres risques. Si je prends le cas de l'épidémie actuelle d'Ebola, il faut par exemple décider d'isoler des patients, c'est-à-dire de mettre directement en question un droit fondamental qui est la liberté d'aller et venir ou d'interagir avec sa famille, par exemple. Eh bien ça, il y a un principe fondamental qui permet de prendre une décision raisonnable, c'est-à-dire proportionnée, de façon à isoler ces patients, parce qu'il y a un enjeu majeur qui est le bien de la communauté. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Et je crois que c'est une des questions sur lesquelles on est sollicité, que dans n'importe quel contexte, y compris les plus dramatiques, les plus urgents, l'analyse éthique est un plus parce qu'elle assure le décideur que le processus de décision est correct. Alors quelquefois, on n'est pas très sûr d'avoir au bout de ce processus la meilleure décision, mais on a un devoir absolu, et c'est une responsabilité éthique de tous les décideurs et de tous les professionnels de santé, de prendre les moyens. On a ce qu'on appelle une obligation de moyens pour que la décision soit prise de manière transparente en prenant en compte tous les éléments du problème. Et si on ne fait pas ça, alors là, effectivement, on peut être questionné, et parfois très violemment, par la population elle-même sur le processus de décision. Donc je pense que ça, c'est un devoir absolu de s'assurer que tous les éléments du problème sont pris en compte, que tous les acteurs sont pris en compte, même si la décision doit être rapide. Et en l'occurrence, sur Ebola, il a fallu réunir des comités d'experts très rapidement, au mois d'août, par téléphone, pour, par exemple, décider qu'on pouvait prendre le risque d'essais cliniques chez l'homme, alors qu'on avait simplement des informations chez l'animal, et également prendre un certain nombre de mesures de santé publique. Donc il faut que l'éthique s'adapte à ce type de questions. Ça suppose de bousculer quelquefois un petit peu les méthodes de travail, mais c'est la seule façon d'assurer que les décisions soient prises comme il convient.
Merci beaucoup, Marie-Charlotte. J'aurais voulu, vis-à-vis de nos membres, parce que le dernier débat en fait sur la sécurité des patients a aussi bien a permis d'identifier le problème des inégalités sociales qui sont extrêmement fortes et de plus en plus fortes en Afrique. Donc, à votre avis, donc l'éthique, comment l'éthique peut avoir aujourd'hui un impact pour réduire en fait ces inégalités sociales à moyen et long terme, sachant que l'éthique est aussi fondamentale, le pilier même fondamental pour établir une meilleure gouvernance. Alors, l'éthique ne va pas résoudre le problème en soi, mais elle va premièrement aider à poser les questions telles qu'elles sont. Et à les poser avec les personnes concernées. Parce que l'éthique, c'est une approche multidisciplinaire. Donc on ne peut pas faire d'éthique sans avoir autour de la table toutes les personnes concernées. Et déjà, dans la méthode de travail, ça change. Ensuite, elle peut proposer des scénarios. Et ces scénarios ne sont pas forcément tous les mêmes en fonction du contexte. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, il y a des principes universels sur lesquels tout le monde s'accorde. Et puis, il y a le niveau particulier où l'on essaie d'adapter très concrètement ces principes dans la réalité. Quelquefois, il y a des étapes. Réduire les inégalités en Afrique, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais on peut avoir des stratégies qui, par exemple, mettent l'accent sur des discriminations majeures, par exemple entre le secteur rural et le secteur urbain, et dire, bon, une décision éthique, ce serait de focaliser les ressources dans certains secteurs qui sont particulièrement abandonnés, ou éviter d'autres types de discriminations qui sont liées au genre ou à d'autres blocages dans la société. Je travaille aussi sur la question des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce n'est pas un luxe pour les pays développés. Le fait de reconnaître aujourd'hui, comme c'est le cas dans la résolution qui a été adoptée sur ce thème au mois de mai dernier, que la très grande majorité des patients qui devraient avoir accès à ce type de soins, en particulier dans les pays en développement, n'ont même pas accès au traitement de la douleur, c'est une inégalité majeure, c'est une question de droits de l'homme. Et ça ne coûte pas forcément très cher. Donc il faut là sensibiliser les professionnels, les décideurs, pour réduire aussi ces questions d'inégalité spécifiques, qui ne sont pas toujours liées à des questions financières, mais simplement à un petit changement culturel, au fait d'ouvrir le débat avec toutes les personnes concernées et de dire, voilà, il y a des pas que l'on peut franchir les uns après les autres, et ça fait une très grosse différence dans la qualité de vie des patients. Quelquefois, il y a des inégalités dans la façon dont on traite les patients. Quand je dis traiter, ça veut dire traiter humainement, pas simplement dans le fait d'avoir accès à certains médicaments très chers. Et ça, ce sont des changements qu'on peut faire maintenant. Marie-Charlotte, merci infiniment pour cette contribution vraiment très importante et qui va nous permettre donc de poser le cadre en fait pour les prochaines discussions qui vont avoir lieu en fait lors du débat de la mi-octobre. Et donc on va vous retrouver en tant qu'experte pour répondre en fait aux questions des différents membres. Donc je pense que le débat va être passionnant et nous nous réjouissons déjà d'avance de ces échanges. Merci. Je me réjouis aussi. Merci.